Avril 2008, la Martinique est en deuil. Aimé Césaire s'en va, il entraîne derrière lui une foule immense. Aimé Césaire, le chantre de l'anticolonialisme, l'intellectuel qui a redonné toute sa fierté aux descendants d'esclaves. Il a trouvé en la négritude un mot nous disant que nous sommes des êtres humains et qu'il faut qu'on nous respecte aussi. Pour rendre un dernier hommage au poète, la plupart des politiques français ont fait le voyage. Le président Sarkozy, Ségolène Royal et nombre d'anciens premiers ministres. Événement exceptionnel, la présence singulière de descendants des colons blancs, comme Bernard Ayotte. C'est la 119e fortune de France, l'homme d'affaires le plus puissant de l'île. L'émotion que je viens partager avec le peuple martiniquais et toute la France. En Martinique, on les appelle les Békés, les Blancs créoles. Leurs ancêtres ont colonisé l'île il y a près de 4 siècles. Et aujourd'hui, cette infime minorité blanche semble communier au milieu des Noirs antillais. Mais contrairement à la foule, leur recueillement est plutôt discret. J'ai voulu, avec Charles, rendre un dernier hommage à M. Césaire. Pas le moment. Dans cet instant, je suis muet. Charles? Oui, comme moi. Il est muet comme moi. La réponse est faite. Aimé Césaire, c'est l'homme qui a gommé les tensions entre les Noirs descendants d'esclaves et les Blancs descendants des colons. Mais derrière ce consensus apparent, la Martinique est coupée en deux depuis des siècles. D'un côté, des Békés fortunés, de l'autre, une population dont 20% vit sous le seuil de pauvreté. La Martinique, une ancienne colonie française devenue un département en 1946. 400 000 habitants qui sont officiellement égaux depuis seulement 60 ans. Pourtant, le clivage racial et les tensions sociales sont toujours exacerbés dans l'île. Port de commerce de Fort-de-France, 200 containers de bananes attendent au soleil depuis une semaine. Les docks sont paralysés par une poignée de manifestants. Ils empêchent l'expédition des bananes en métropole. C'est lui nous bloque, c'est la banane. Tout le peut passer sauf la banane. Les ouvriers de la banane exigent une prime exceptionnelle à leur patron Béké, les anciens colons. Nous sommes des esclaves. C'est pas un peu trop de dire que vous êtes des esclaves? Mais nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais c'est la réalité. Nous sommes des esclaves. Esclaves modernes. Aïe chercher Aubéry, Ayotte, Délicie, Dérénal, Viviès. Ça c'est des gros Békés. Sarkozy, madame? Non, c'est pas eux, nous sommes là. Ils sont en train de couillonner les ouvriers. Tout le temps, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent dans la banane et on voit qu'ils font des bénéfices. Ils sont même des milliardaires de la banane. Le dialogue social n'est pas bon avec les Békés. Ah non, ça c'est dialogue social à la con. Répétez ça faux, pas moi. Dialogue social à la Martinique, c'est à la con. Qui est votre patron? Bernard Ayotte. Bernard Ayotte, c'est la plus grande fortune de Martinique, 300 millions d'euros. Il a donné ses initiales à une multinationale implantée sur une quinzaine de territoires. Bernard Ayotte emploie plus de 5000 personnes, mais il ne répond presque jamais aux journalistes. C'est son bras droit, Éric Delucy de Fossarieux, qui nous reçoit. Lui aussi est béké, c'est un homme influent.
Tu as la chance que je sois de bonne humeur ce matin parce que tu m'emmènes exactement là où tu as envie. Alors lui, c'est Jacques Chirac. Tu vois, lui, c'est le président de la République qui s'appelle Chirac. J'entretenais à cette époque-là avec le président de la République des relations très bonnes, des relations plus anciennes d'ailleurs que de l'époque où il était président de la République. Je le connais depuis très longtemps. Jacques Chirac ou encore Bernard Ponce, l'ancien ministre de l'Outre-mer. Le grand patron des bananiers est un homme de réseau. Ce matin, ce n'est pas la grève qui anime sa discussion avec un collègue planteur. Une bonne nouvelle vient d'arriver de Paris. La banane, une très bonne nouvelle, c'est que les 50 millions d'euros de prêts qui nous avaient été faits par le gouvernement ont finalement été transformés en subventions avec l'accord de Bruxelles hier. Donc ça va changer la gueule de tes comptes d'exploitation, de tes propriétés. Parce que tu passes en profit ce qui était en dette. Pour ce qui est de la grève, bon, Éric Delucy se veut rassurant. La deuxième, c'est que je ne suis pas je suis soucieux, mais pas très inquiet de la grève. Je pense qu'elle est extrêmement peu suivie. Il y a une grève dans la banane? Oh, pas grave. Un mouvement social pour cause de distribution de primes. Certains planteurs ont donné des primes à leurs ouvriers. Le climat social et syndical est très tendu? Non, il n'est pas tendu, il est bon. Pourtant, sur le port, la tension monte. Des manifestants prennent à partie des chauffeurs routiers qui veulent livrer leurs bananes. Au siège de Banamart, le QG des planteurs, on prépare la riposte. Ici, les patrons d'exploitation sont tous ou presque des blancs créoles. Et pour cause, les béquets contrôlent plus de la moitié de la production bananière. Je suis fatigué des grèves, vous comprenez? Fatigué. La libre circulation, ça n'existe pas. Frédéric de Rênal est le président du syndicat des planteurs. Voilà Eric, je te tiens au courant. Au bout du fil, le grand patron de la banane, Éric Delucy, suit les opérations à distance. On a du mal à interpréter, mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'ils sont conscients qu'ils sont dans une impasse et ils n'ont pas de porte de sortie. Les béquets ne sont pas inquiets car ils ont un appui, le préfet de la Martinique. Alors moi j'ai fait un fax au préfet, il est au courant. Il sait que les opérations sont lancées. Alors la situation est complètement bloquée là, monsieur. Pour l'instant? Oui. Oui, elle est bloquée. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? À partir de maintenant? J'en sais rien du tout. Vous avez demandé l'intervention des forces de l'ordre, c'est ça? Non, on a demandé à ce que les accès au port soient libérés. C'est toujours compliqué le dialogue social en Martinique? C'est les spécificités liées aux Antilles françaises. Ça veut dire quoi ça exactement? C'est toutes les complexités du dialogue social, plus les complexités qu'on peut retrouver aux Antilles. Parce qu'ils sont assez virulents en face, hein Non, ils ne sont pas virulents, c'est un jeu de rôle, chacun... on est dans un jeu, c'est du cinéma. Il est 17 h, visiblement le cinéma a assez duré pour les béquets. Le préfet dépêche les gardes mobiles pour libérer les docks. 3 millions d'euros de marchandises doivent impérativement partir. Allez, vous faites cocu! Allez! Marche! Les sales mecs comme moi, allez! Faites coquin! Les gendarmes mobiles sont tous métropolitains. Allez, on y va. Mais pour déloger les manifestants, c'est la police locale qui s'y frotte. Allez, allez. Bon, messieurs, dames, il suffit de jouer maintenant. Hein. Il y a 5000 tonnes de bananes qui attendent, ils doivent passer. Allez, sinon on procède à l'interpellation. Jusqu'à présent, nous étions jeunes, on va parler d'épisodes, ça veut dire quoi ça? Pas toucher, pas toucher. Non, mais pas toucher. Mais tu enlèves là, nous vivons pour négocier, nous lèvons la table. Les policiers jouent les médiateurs, sans grande conviction.
Le dialogue social en Martinique, c'est un blocus sur le port en moyenne tous les 18 jours. Excusez-moi, je peux vous dire, la situation est souvent tendue comme ça à Fort-de-France Absolument pas. Absolument pas. Ceci dit, beaucoup de manifestants, effectivement, prennent le port de Fort-de-France en otage, parce que, comme vous l'avez constaté, il n'y a qu'un portail, et ensuite, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai qu'il est facile de bloquer l'activité économique de Fort-de-France. Il faut que les bananes partent, sinon elles pourrissent. Ah bah non, mais c'est pas poli. Après une semaine de grève, les containers de bananes pénètrent enfin sur le port. Il n'y a pas d'interpellation, mais les manifestants sont amers. Manger m'a commandé, c'est pas matraque m'a commandé. Manger, l'argent pour moi manger, c'est ça nous commander. L'argent en prime de vie chère, c'est ça nous commander. Parce qu'on fait vraiment manger, on laisse salaire on l'emmène nous. Nous travaillons samedi, dimanche, jour férié. La banane, c'est le premier employeur de la Martinique. Près de 10 000 personnes récoltent et conditionnent la principale ressource de l'île. Payés au SMIC, beaucoup d'ouvriers agricoles habitent ces baraquements en tôle. Ici, 60 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La Martinique reste un des 3 départements français les plus sinistrés, avec 22% de chômage et plus de 30 000 érémistes. De l'autre côté de l'île, les Caraïbes comme on l'imagine. De l'eau bleu turquoise à 30 degrés, des paysages de rêve et de grandes villas, les pieds dans l'eau. C'est le bastion des Békés, un monde à part où les Blancs vivent entre eux. Nous sommes au Cap-Est, le havre de paix des Blancs créoles. C'est ici qu'habite Alain Huyghe des Pointes. Sa famille a débarqué en Martinique il y a 4 siècles. Au Cap-Est, il n'y a que de grandes propriétés à l'abri des regards. On est dans un quartier bien particulier ici. Oui, ils appellent ça Békéland. Il y a beaucoup de propriétés qui ont des grands murs, donc. Mais oui, parce que les gens s'isolent, il y a tout un petit peu de délinquance quand même. Même ici? Oui, un petit peu, mais moins qu'ailleurs. Derrière les clôtures, de grandes villas avec piscine et terrain de tennis. Impossible d'apercevoir ce luxe de l'extérieur, la communauté Béké se veut discrète sur ses richesses. Alain Huyghe des Pointes est le seul qui ait accepté de nous ouvrir les portes de sa maison. Une demeure de style colonial, dans un parc de 3 hectares, avec vue imprenable sur la baie. À 82 ans, cet homme est une figure de la Martinique. L'industriel le plus puissant de l'île, issu d'une grande famille de colons arrivés ici en 1650. Oui, la Pointe Jacob, tout ça m'a appartenu, vous voyez. Toute la partie que vous voyez là, c'était des moutons. C'était un élevage de moutons, vous voyez. C'est un bien qui appartenait à mon beau-père. C'est ma femme qui a hérité de ça. Aujourd'hui encore, les grandes familles Béké détiennent la majorité du foncier en Martinique. 52% des terres agricoles appartiennent à moins de 1% de la population. Des terres qui se transmettent de famille en famille depuis le XVIIe siècle. Vous voyez, je vous montre un document qui va vous intéresser. Vous connaissez un peu l'histoire des colons de la Martinique, qu'on vous appelle aujourd'hui les Békés. Mais on voit avec ces documents qui sont pratiquement tous apparentés. Ils descendent tous d'un ancêtre qui s'appelle Jean Assier. 10 générations de colons aristocrates ont façonné la petite communauté Béké. Toutes les familles sont là. Les Ayottes, les Duchamp, les Despointes, les Pissonneau, les de Rénal. Au bout de l'arbre généalogique, il reste aujourd'hui 2 à 3 000 personnes, toutes unies par les liens du sang. Et là, vous avez les enfants. Il y a José qui est là, Laurent, Thierry et Marie-Christine que vous avez vu ce matin. Comment une si petite communauté a-t-elle pu perdurer ainsi à travers les siècles? Les Blancs créoles martiniquais sont une exception historique. Tout commence en 1635. Des aristocrates français débarquent pour coloniser la Martinique
une île volcanique de 1000 km². Considérée comme une marchandise, les esclaves importés d'Afrique meurent à la tâche dans les plantations. Les békés prospèrent jusqu'à la Révolution. 1793, la terreur s'abat sur la France et ses colonies. Les nobles sont décapités, l'esclavage est aboli, sauf en Martinique. Protégés par la couronne d'Angleterre, les békés martiniquais échappent à la guillotine. Ils ont été malins, ils ont fait les Anglais rentrer ici. Les Anglais nous ont protégés pendant 5 ou 6 ans, pendant la terreur. Ça n'a pas été pareil à la Guadeloupe. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à la Guadeloupe? La Guadeloupe, il y a eu un gouverneur qui a été envoyé par la terreur et qui a pratiquement guillotiné tous les colons à l'époque. La Révolution passée, la Martinique redevient française. Les planteurs békés continuent à employer des esclaves. Au total, plus de 700 000 Africains ont été déportés dans les Antilles françaises. Un crime contre l'humanité reconnu par la loi en 2001. Un crime qui n'est toujours pas admis par la communauté béké. Les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Ils parlent surtout du mauvais côté de l'esclavage, mais il y a eu un bon côté aussi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. C'est quoi les bons côtés de l'esclavage? Il y a des colons qui étaient très humains. Allez, avec leurs esclaves, qui les affranchit, qui leur donnaient des possibilités d'avoir un métier, des choses. Donc. Pourtant, c'est grâce à l'économie esclavagiste que les békés ont fait leur fortune. Après l'abolition en 1848, les anciens esclaves deviennent des salariés, mais les békés restent les maîtres de l'économie. Le clivage racial est omniprésent. En 1960, voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF. Monsieur Ayotte est un béké. C'est facile à mener, les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béké. Qu'est-ce qu'un béké? C'est ce qu'il y a de mieux. Les békés, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. 48 ans plus tard, le discours n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui encore, la pureté du sang est un critère d'appartenance à la communauté. Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je ne trouve pas ça bien. C'est pas... On a voulu préserver la race. Certains békés qui se marient avec des gens de couleur sont exclus de la communauté. Sans métissage, le patrimoine a pu rester dans le giron des grandes familles. Les békés, qui représentent aujourd'hui moins de 1% de la population, concentrent près de 20% de la richesse de l'île. 10 km plus loin, la ville de Fort-de-France. Nous sommes dans une cité HLM. C'est ici que vit Erika, 27 ans. Employée de mairie, elle gagne le SMIC, 1022 € par mois. Et ce qui la préoccupe, c'est de réussir à remplir son caddie toutes les semaines. Car ici, avec le SMIC, mieux vaut ne pas être trop gourmand, même dans un supermarché hard discount. Ça, je n'achète plus. Hein. Avant, je buvais beaucoup de lait. Bon, 92 centimes la brique, donc on arrondit à 1 €, donc ça fait 6 € le pack de lait. Trop cher. Donc vous ne buvez plus de lait? Je bois plus de lait. Erika fait aussi l'impasse sur le rayon légumes. Je n'achète pas de pommes de terre. C'est vrai, la salade, les concombres, j'adore, mais non, c'est trop cher au kilo. Même problème du côté des desserts. Parce que j'aime bien les crèmes brûlées ou bien les mousses au chocolat, mais non, ça coûte trop cher, donc voilà, j'évite. Je les regarde tristes dans le supermarché. Ni laitage, ni viande, ni légumes. Avec son salaire, Erika a le régime d'une étudiante. Des spaghettis.
Ça, c'est 90% de mon alimentation. Un quart de ses revenus passe dans l'alimentation. 250 € par mois minimum. Mais avec ça, elle n'a pas grand-chose au fond du caddie. En Martinique, on appelle ça la vie chère. Car les prix affichés dans les magasins atteignent des records. Nous avons comparé les prix des hypermarchés Carrefour entre la métropole et la Martinique. Ici, le kilo de pâtes vaut 3,85 €. La même marque est affichée à 1,65 € en région parisienne. C'est 2,5 fois moins cher. Une simple tablette de chocolat est vendue près de 5 € contre 2 € dans l'Hexagone. Au rayon frais, c'est encore pire. 4 pots de yaourt à près de 8 €, c'est 4 fois le prix pratiqué en métropole. Des prix qu'on impute systématiquement à l'insularité de la Martinique. Le coût du transport maritime renchérit les marchandises importées, mais ça n'explique pas tout. Car même la banane, l'emblème de la Martinique, est ici plus chère qu'en métropole. Nous avons constaté une différence de prix de 40%. Alors comment expliquer des prix aussi élevés? Un économiste martiniquais accuse les grandes familles d'être en partie responsables de cette vie chère. Nous sommes chez Michel Branchy, ancien directeur de la concurrence et de la répression des fraudes en Martinique. C'est purement un phénomène économique. C'est le fait qu'un petit nombre d'opérateurs opèrent sur un petit marché. Tout ce qui est la grande distribution, y compris le bricolage, le ménage, etc., appartient à 8 groupes. Et dans ces groupes, nous retrouvons les grandes familles connues de la Martinique. Depuis le container jusqu'au rayon, les intermédiaires sont souvent des béquets. Ils possèdent également les usines de production locale. Et les principaux propriétaires des supermarchés, là encore, ce sont des béquets. 3 grandes familles possèdent près de 40% des grandes surfaces de l'île, avec les enseignes Carrefour, Champion, 8 à 8, Madi Marché ou encore Leader Price. Un concurrent a porté plainte l'an dernier contre cette hégémonie. Depuis 20 ans, Robert Parfait résiste au blanc créole dans la grande distribution. Et même si sa peau est blanche, ce n'est pas un béquet, c'est un métis, car du sang noir coule dans ses veines. Il dénonce un abus de position dominante. Le groupe Carrefour détient plus de 25% des surfaces commerciales de l'île, et ça c'est illégal. Il y a un texte de loi qui dit que dans les départements d'outre-mer, aucun groupe ou enseigne ne doit avoir plus de 25% de part de marché. Et il se trouve qu'il y a un groupe, une enseigne plutôt, qui, elle, a 43% de part de marché. Aujourd'hui, ce qui se passe, le groupe Ayotte est effectivement l'un des plus gros représentants du groupe Carrefour. Et donc, il se retrouve directement visé. Sur les 3 hypermarchés Carrefour de l'île, Bernard Ayotte en possède 2. En Martinique, comme dans les autres départements d'outre-mer, la loi n'est pas toujours respectée en matière de concurrence. C'est ce que souligne noir sur blanc un rapport parlementaire publié en 2007. Votre rapporteur a pu constater que les circuits d'importation et de distribution étaient bien souvent dans les mains d'un petit nombre d'entreprises, parfois familiales, qui se partagent un marché captif. Cette situation est évidemment nuisible pour le consommateur qui ne peut choisir qu'entre des produits chers. Les béquets détiennent près de la moitié des grandes surfaces, mais pas seulement. On les retrouve aussi dans l'agriculture, les usines et dans l'industrie agroalimentaire. Ils sont en situation de quasi-monopole. Ils peuvent imposer librement leurs tarifs. Nous retrouvons Alain Huyghe des Pointes. C'est le poids lourd de l'agroalimentaire. Et ses 2 seuls concurrents sont un cousin et son ami Bernard Ayotte. On va aller dans la salle bag-in-box rapidement. Oui, on va voir. Dans l'île, il produit la majorité des jus de fruits, les 3/4 des sodas, 80% des crèmes glacées, 70% des yaourts et du fromage blanc. Il a même le monopole sur les confitures. Et quand on parle des prix des produits en rayon, on nous répond coût de production plus élevé qu'en métropole. Et puis nos produits sont au sucre de canne. Globalement, on a un surcoût lié à notre éloignement, lié à l'étroitesse du marché. Il y a effectivement un surcoût de production qui est de l'ordre
de 15 ou 20% par rapport aux produits qui sont fabriqués dans des usines je dirais similaires aux nôtres en métropole. Voilà. Des coûts de production plus élevés, et pourtant les industriels d'outre-mer bénéficient d'un sérieux coup de pouce de l'État. C'est ce qu'on appelle la défiscalisation. Une loi qui permet à Alain Huyghe des Pointes d'investir dans ses machines au lieu de payer des impôts, et il ne s'en cache pas. Vous avez de superbes machines On a de très belles machines. Grâce à la défiscalisation, c'est important ça. Malgré ces privilèges fiscaux, les prix pour les Martiniquais ne baissent pas. Dans le même rapport parlementaire, les députés stigmatisent les marges des industriels. Monopoles et oligopoles conduisent à des prix de vente disproportionnés et complètement injustifiables qui ne sont pas fondés sur les coûts de production. Les béquets ont la main mise sur la production, sur la distribution. Ils maîtrisent aussi les circuits d'importation. Un conteneur de nourriture sur 2 qui arrive en Martinique est importé par des groupes béquets. Ils ont toute latitude ensuite pour décider de leurs marges et fixer leurs tarifs. C'est ce que dénonce encore Robert Parfait. Vous retrouvez toujours les mêmes approvisionnements et les mêmes importateurs à la base. Nous, par exemple, chaque fois que nous achetons un produit lu, c'est un importateur local qui en bénéficie. Qui sont ces importateurs? Certains grands groupes d'ici. Les 2 premiers importateurs de l'île, c'est d'abord le groupe Bernard Ayotte, via sa filiale Sodicar. Le deuxième, c'est la société Sogédial, dont le propriétaire est le neveu d'Alain Huyghe des Pointes. Sur le site internet de cet intermédiaire, plus de 50 000 produits et l'exclusivité sur l'importation d'un grand nombre de marques. Éric Delucy, le bras droit de Bernard Ayotte, minimise le poids économique des béquets et préfère parler des marchés qui leur échappent. Dans chacun de nos hypermarchés, nous avons 30 000 articles. Mais est-ce que c'est ça est-ce que ce sont ça les secteurs clés de l'économie d'un pays? Les grands secteurs de l'économie, qui sont la finance, qui sont les transports, qui sont les compagnies d'assurance, qui sont l'énergie, ne sont pas entre les mains. Il n'y a pas une seule activité d'aucun de ces secteurs n'est entre les mains des béquets. La banque, les stations-service, des secteurs qui étaient aux mains des béquets il y a encore une dizaine d'années. Depuis 1945, l'hégémonie des Blancs créoles est certes sur le déclin. Il reste qu'une centaine de familles béquets pèsent à elles seules près d'1 milliard d'euros. Cette suprématie économique rappelle à certains Martiniquais l'asservissement aux aristocrates de jadis. Nous sommes aux commémorations de l'abolition de l'esclavage. Un siècle et demi après l'abolition, 3000 descendants d'esclaves réclament à l'État français une réparation financière et une redistribution des terres. On demande simplement que soit reconnu qu'en plus que de crimes contre l'humanité, il a été également une spoliation et une privation de tous les droits et respect de l'homme. À l'origine de ce mouvement, un maire indépendantiste, tendance radicale. Garcin Malsa a porté plainte contre l'État français et réclame des dommages et intérêts astronomiques. 200 milliards d'euros en réparation de 300 ans de servitude. La réparation ne concerne pas seulement l'État français, ça concerne les béquets. Ils continuent aujourd'hui à piller les ressources martiniquaises et ils créent dans le même temps un apartheid économique parce qu'ils ont tout accaparé du point de vue économique, tout accaparé du point de vue du foncier, tout accaparé du point de vue export-export. Et donc, une minorité de gens ne peut pas décider pour une majorité dans ce pays. Les revendications de la rue n'atteignent pas la minorité béquée. Leurs préoccupations sont ailleurs, plus loin, à 8000 km de là. C'est à Paris qu'Éric Delucy et ses collaborateurs défendent leurs intérêts. Ce matin, ils ont rendez-vous au palais de l'Élysée. Ils s'y rendent plusieurs fois par an.
L'Élysée, nous sommes chez le président de la République et chez ses conseillers et je les remercie de l'accueil toujours courtois et attentif qu'ils nous font. Son bras droit, Gérard Bailly, est un béquet installé à Bruxelles. C'est lui qui assure le lien entre la Martinique et les cabinets parisiens. Ça fait 20 ans qu'on est installé dans le jeu institutionnel et qu'on essaye de faire entendre notre voix sur l'ensemble des dossiers des DOM. Et quand il faut faire avancer un dossier dans un sens, en général, on a les moyens de convaincre nos interlocuteurs. Effectivement, les béquets sont ici comme chez eux. On a une pièce d'identité, s'il vous plaît. Quoi? Une pièce d'identité. Déjà rien du tout. Sans pièce d'identité, Éric de Lucy pénètre sans encombre à l'Élysée. Il a rendez-vous avec un conseiller de Nicolas Sarkozy. L'enjeu est important. La banane martiniquaise est menacée. Ses concurrents américains veulent forcer l'Europe à baisser ses droits de douane. Le dossier de la banane est un dossier que je qualifierais du plus important. Et mon rôle est de faire en sorte que les décisions institutionnelles prises concernant ce secteur soient conformes à ce qu'il faut qu'elles soient pour que le secteur se développe, survive et se développe. Vous faites du lobbying en fait. C'est ce qu'on appelle le lobbying, oui tout à fait. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Entre les lobbyistes et le conseiller du président pour l'outre-mer, le tutoiement est de rigueur. Les hommes se connaissent bien. Monsieur Biancarelli, vous connaissez bien Éric de Lucy, c'est pas la première fois que vous le rencontrez? Ah non, c'est qu'on puisse dire, je le connais depuis 4-5 ans. C'est quelqu'un qui est très connu comme étant un défenseur extrêmement actif de la cause de la banane antillaise, qui est considéré partout à Paris comme un interlocuteur très crédible et qui nous permet d'être toujours informés, en confiance, quand des informations nous sont remontées, on sait qu'elles sont fiables. Et c'est ce qui nous permet régulièrement de pouvoir défendre les dossiers au bon niveau, y compris à Bruxelles. Bruxelles, c'est le sujet du jour, car la réglementation européenne risque de ne plus être conforme aux intérêts martiniquais. Les tractations se font à huis clos, mais ce jour-là, Éric de Lucy obtient le feu vert de l'Élysée pour mener une opération d'envergure à la Commission européenne. L'Europe a décidé de baisser son droit de douane sur les importations de bananes en provenance d'Amérique du Sud. C'est le plus gros concurrent des producteurs martiniquais. Gérard Bailly mène la contre-attaque diplomatique. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui d'important? On va renverser la position. C'est-à-dire? On va renverser la position de la Commission européenne. Et comment vous allez faire? On va être très habile. Les béquets martiniquais ont eu l'idée de faire venir à Bruxelles les pays africains producteurs de bananes. Objectif, renforcer la pression sur la Commission européenne. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, eux aussi des concurrents de la banane sud-américaine. On est dans un réel rapport de force. La stratégie de Gérard Bailly consiste à envoyer la Côte d'Ivoire et le Cameroun en première ligne pour défendre leurs intérêts communs. Il faut qu'on soit discret. Je vais dire à Léopoldo, en arrivant tout à l'heure, de faire une introduction de 30 secondes et de laisser la parole aux Africains. Ils ont rendez-vous chez le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et jusqu'à la dernière minute, Gérard Bailly motive ses troupes. Il faut que ce soit vous qui interveniez chez Barroso, hein. Parce que votre langage, oui, mais là, il faut que vous le fassiez vraiment, parce que votre message, il est percutant, il faut vraiment le faire. Hein. L'intervention d'Anatole Ebanda, patron de la banane camerounaise, est cruciale. C'est lui qui a la lourde tâche de menacer la Commission de ne pas signer d'importants accords commerciaux avec l'Europe. Je ne suis pas la clé du succès. Tous les producteurs ont un rôle important. Mais vous avez un poids politique, une force de frappe beaucoup plus forte que les Martiniquais. À 10 mètres de la porte de la présidence de la Commission, nos questions deviennent gênantes pour Gérard Bailly. Cassez le pied, celui-là. Les béquets sont tendus. L'avenir de la banane martiniquaise va se jouer dans ce bureau. C'est une réunion importante, monsieur de Lucy, là. Oui, importante, oui, parce qu'on est au cabinet du président de la Commission européenne, M. Barroso. Et dans la situation de la négociation actuelle de la banane, il est évidemment extrêmement important que nous puissions nous faire écouter
j'espère entendre, mais en tout cas écouter chez le président Barroso. Comment ça va? Merci une fois de plus. L'homme à convaincre aujourd'hui, c'est Jean-Claude Thébault, le bras droit du président de la Commission européenne. Eh bien, c'est très impressionnant. Hein. Je suis tout seul. En bon stratège, Gérard Bali reste en retrait et avance son premier pion, le représentant espagnol. L'Espagne est elle aussi un gros producteur de bananes. Merci beaucoup de nous accueillir. Monsieur, une forte baisse du droit de douane aura de graves conséquences pour les producteurs de bananes. La stratégie est bien huilée. Le Cameroun rentre maintenant dans la partie. Reste notre caméra. Nous sommes dans une phase assez difficile. Gérard Bali nous demande de quitter la pièce. À la sortie, les bananiers martiniquais ont le sourire. Je vous en prie. Voilà. Alors. Comment ça s'est passé, monsieur Delucy, alors? Impeccable. Ça veut dire quoi, impeccable? Ça veut dire que c'était confidentiel, on ne peut pas vous en dire plus. Mais est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Mademoiselle, vous voulez pas me débarrasser de cet individu? Les Martiniquais viennent de marquer un premier point à Bruxelles. Reste à s'assurer du soutien du ministre de l'Agriculture à Paris. Non, c'est pas lui. Si, derrière. Ebanda, hein? Ebanda. Oui, oui, c'est Ebanda. Gérard Bali retrouve Anatole Ebanda, son acolyte camerounais. Et apparemment, il est content de sa prestation devant la Commission européenne. Moi, j'ai trouvé Ebanda très beau. Il faut garder la baie sur ce mec-là. Parce que quand on réfléchit, on avait tous les mêmes objectifs hier, mais on les a quand même un peu mis en avant par stratégie, quoi. Éric Delucy et Gérard Bali n'ont pas tout à fait finalisé leur opération. Il faut maintenant convaincre le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, de devenir leur porte-parole. C'est une réunion très importante aujourd'hui. Ah, mais comme hier, comme avant-hier, comme demain. Nous n'avons que des réunions très importantes, mon cher journaliste. Cette fois, les Martiniquais ont réussi à organiser un mini-sommet de la banane avec des hommes d'État. Non, c'est le monsieur le ministre que nous accompagnons. De quel pays? La Côte d'Ivoire. Les ministres de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Suriname ou encore du Cameroun. Éric Delucy se défend de faire de la politique, mais en Martinique, tout le monde sait qu'il est un des vrais patrons de l'île. François-Xavier Guilherme est le correspondant du plus grand journal martiniquais France Antilles. 180 €. C'est un Martiniquais qui pèse. Il en a sous le pied, comme on dit. Les béquets, ils ont le pouvoir économique. Ont-ils aussi le pouvoir politique? Non. La région n'est pas aux mains des béquets. Le département n'est pas aux mains des béquets. Les communes ne sont pas aux mains des béquets. Voilà. Pour eux, le pouvoir est économique. Et c'est là-dedans qu'ils agissent. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Effectivement, les béquets ne briguent jamais de mandat. Mais quand il s'agit de défendre leur business, ils savent faire de la politique et même de la diplomatie. Derrière ce tour de table des puissances bananières, il y a la main d'Éric Delucy et le carnet d'adresses de Gérard Bali. Ce sont eux qui ont convaincu Michel Barnier d'organiser ce sommet. Si cette réunion a lieu aujourd'hui, c'est un peu parce que vous avez œuvré pour que tout le monde soit réuni. Tu vas pas me faire dire devant les fonctionnaires que je ne presse pas. Mais c'est un peu vrai. Ils sont tous là. C'est un peu vrai. C'est vrai. Enfin, c'est vous qui êtes aux manettes quand même. Ouais. Je suis un technicien consciencieux. Après une heure de réunion, les béquets ont gagné leur pari. Suivi par 10 pays producteurs de bananes, Michel Barnier prend officiellement position contre la baisse du droit de douane sur les bananes sud-américaines. Je vais adresser ce soir au président de la Commission européenne, M. Barroso, au président du Parlement européen, M. Pottering, au directeur général de l'OMC, M. Lamy, le communiqué commun que nous avons tous signé au terme de cette réunion. Voilà ce que je peux dire. C'est pas le faire. Pour l'instant, la Commission européenne n'a pas encore pris de décision définitive. L'influence des béquets entre Paris et Fort-de-France peut aller beaucoup plus loin.
au point de provoquer un scandale en 2007 à cause d'un pesticide, le chlordécone. Toute la Martinique est durablement polluée. Une affaire de santé publique à présent qui inquiète la Martinique. Les sols de la Martinique pollués après des années d'utilisation de pesticides. On dit du chlordécone qu'il a une forte rémanence, parce que la molécule peut vivre des siècles. Nous sommes sur la propriété de Laurent de Meillac, un béquet à la tête de 3 exploitations. Plus de 200 hectares de bananes traités au chlordécone pendant des années, ce pesticide particulièrement toxique. Il ne veut pas s'étendre sur cette affaire. Il préfère nous vanter les mérites du nouveau procédé qui a remplacé le chlordécone. Là, ça va se couvrir un petit peu. Aujourd'hui, on ne répand plus de chlordécone dans les bananes. Il y a très longtemps qu'on ne l'emploie plus. Alors, ça a été remplacé par ce piège à ce qu'on appelle le piège à charançon. Là, c'est un peu sec. Le charançon, c'est pour lutter contre ce nuisible que les producteurs de bananes ont répandu près de 6000 tonnes de chlordécone sur leurs terres pendant des années. C'est un charançon. Il y a quand même une grosse pollution au chlordécone. Non, parce qu'on fait des analyses, on fait des analyses régulièrement et on va trouver des traces. Mais dans le sol, dans le régime, non. Dans le régime, non. Mais dans le sol? Dans le sol, oui. C'est pas un peu inquiétant quand même? Écoutez, c'est plus embêtant qu'inquiétant. Parce que ça nous interdit de faire d'autre chose que de la banane. Embêtant, le mot est faible vu la gravité de la pollution. Mais ce qui fait scandale, c'est surtout que ce pesticide est depuis très longtemps classé parmi les 20 poisons les plus toxiques au monde. Prohibé aux États-Unis depuis 1976, il est interdit en France en 1990. Pourtant, le chlordécone a continué à être répandu sur les bananeraies martiniquaises 3 années après son interdiction. L'affaire fait les titres des journaux télévisés en 2007. La culture de la banane a-t-elle empoisonné aveuglément les autres terres agricoles? L'État et les planteurs béquets accusés d'avoir continué à empoisonner les Antillais au chlordécone. La banane elle-même n'est pas touchée par cette pollution. Le fruit résiste à la contamination aux pesticides qui est fixée dans le sol. Mais aujourd'hui, la moitié des terres agricoles de la Martinique est contaminée. Résultat, des cultures maraîchères comme la patate douce ont été interdites sur des centaines d'hectares. Des terres en jachère et des dizaines d'agriculteurs sans rien à produire du jour au lendemain. C'est l'histoire de Jocelyn Louise, un pisciculteur installé au beau milieu d'une ancienne bananeraie. Depuis 1 an, les bassins d'élevage sont à l'abandon. Il n'a plus le droit de vendre ses écrevisses. Ici, il y avait une très grande exploitation bananière, donc 84 hectares. Donc forcément, si les gens utilisaient le pesticide contenant le chlordécone, eh bien, avec les ruissellements des eaux des exploitations, ça a pollué la rivière. L'écrevisse, la chair de l'écrevisse est polluée par cette eau. Dans l'eau de ces bassins, on retrouve des doses de chlordécone 140 fois supérieures à la norme. Et pendant 15 ans, Jocelyn Louise a vendu sans le savoir des tonnes d'écrevisses contaminées aux hôtels et restaurants martiniquais. Les analyses réalisées l'an dernier sur ces crustacés sont alarmantes. Au prélèvement effectué sur mon exploitation, donc, on a trouvé 1324 microgrammes de chlordécone par kilo pour l'écrevisse, soit 65 fois la norme autorisée. Donc oui, le consommateur martiniquais a consommé du produit avec du chlordécone. Le chlordécone a contaminé toute la chaîne alimentaire. L'eau, la végétation, les animaux et même le corps humain. On retrouve des traces de pesticides dans le lait maternel et dans le sang du cordon des nouveau-nés. Reconnu potentiellement cancérigène depuis 1979, le chlordécone pourrait-il être à l'origine des taux de cancer très élevés en Martinique? C'est la question que soulève le professeur Bellepomme, cancérologue à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris. Et ici, quand on prend les courbes officielles, à partir des données officielles, eh bien, on voit que l'augmentation des cancers de la prostate, eh bien, on voit que c'est une augmentation en métropole qui est relativement lente, alors que
en Martinique, vous voyez que ça croît de façon exponentielle. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux des cancers de la prostate en Martinique et en Guadeloupe, c'est le record du monde. Il est clair que, si vous voulez, ces cancers de la prostate ne sont pas tombés du ciel. Les pesticides qu'on a pulvérisés en grande quantité dans l'île sont à considérer. En 1990, c'est la réglementation européenne qui oblige la France à interdire officiellement l'utilisation du chlordécone. Surprenant, le gouvernement accorde une dérogation aux planteurs de bananes. C'est ce que dénonce l'association Non au chlordécone. Leur avocat Georges-Emmanuel Germany a porté plainte contre l'État pour empoisonnement. En 90, l'État va décider qu'on arrête l'utilisation de ce produit. Il va interdire l'utilisation et la commercialisation du produit. Mais de 90 à 93, tous les 6 mois ou tous les ans, il y aura une prorogation, c'est-à-dire qu'on sait qu'un produit est toxique pour l'environnement et pour la santé, et pendant 3 ans, l'État, en pleine connaissance de cause, va empoisonner 2 populations, les Martiniquais et les Guadeloupéens. Pourquoi l'État a-t-il accordé des dérogations aux planteurs béquets? Le dernier ministre de l'Agriculture qui a reconduit l'utilisation du chlordécone, c'est Jean-Pierre Soisson. Lorsque vous donnez une dérogation au chlordécone, vous savez que c'est dangereux. Non, on ne le sait pas vraiment et on ne l'a jamais prouvé. Ce que j'ai fait, j'en assume la responsabilité. J'ai prolongé l'utilisation du produit pendant 6 mois pour permettre la venue d'un produit de substitution. À l'époque, il y avait déjà des produits de substitution. Non. À l'époque, ils étaient incapables de gérer le maintien, je dis bien le maintien de la production, sans utiliser un tel produit. Pourtant, dans la dérogation que le ministère de l'Agriculture adresse aux planteurs en 1992, il y a déjà des alternatives au chlordécone. Je vous rappelle qu'il existe d'autres produits autorisés pour lutter contre ce parasite. Malgré tout, les bananiers sont autorisés à employer le chlordécone jusqu'en septembre 1993. Qui vous a demandé cette dérogation? À l'époque, vous revenez à quoi, la dérogation de... Chlordécone. C'est sur le rapport du préfet de la Martinique. C'est monté par les voies administratives normales. C'est pas du tout par les voies, si vous voulez me faire dire Éric de Lucie ou Éric Ayotte, pas du tout. Pas du tout. La dérogation du ministre Soisson est pourtant bien adressée au frère de Bernard Ayotte, Yves Ayotte. À l'époque, il est à la fois le patron du syndicat de la banane et le directeur des établissements Lagarigue, l'entreprise qui commercialise le chlordécone. Pour la première fois, Yves Ayotte accepte de répondre aux questions d'un journaliste sur cette polémique. La première fois que nous avons vendu du chlordécone, il était autorisé partout dans le monde entier, y compris les États-Unis. Mais en 1990, c'est interdit en France et vous arrivez à... Non, on n'a pas interdit en France. On a interdit le chlordécone parce qu'il avait beaucoup de rémanence. Et on a obtenu ici pendant 1 an, je crois, ou 2 ans après, l'autorisation de s'en servir parce qu'il n'y avait aucun produit pour le remplacer. C'est vous qui avez demandé au gouvernement d'avoir une rallonge ou... Oui, enfin non, c'est moi, c'est les bananiers, c'est tout le monde, c'est toute la profession qui a demandé une rallonge. Et le gouvernement a donné sa rallonge sans aucun problème. L'État a-t-il sacrifié le principe de précaution au profit des intérêts des planteurs béquets? Jean-Pierre Soisson concède aujourd'hui qu'il aurait pu faire autrement. Si c'était à refaire, vous feriez quoi? Si c'était à refaire, c'est difficile de dire maintenant on va autoriser le chlordécone comme ça. Si c'était à refaire, je donnerais moins la priorité au maintien de la production bananière. Donner moins la priorité aux intérêts de la banane. En clair, Jean-Pierre Soisson aurait probablement pris plus de précautions pour la santé des Martiniquais. Yves Ayotte a la conscience tranquille. Le principe de précaution, c'est certainement quelque chose qui va coûter très cher à la France. Mais les Français aiment ça, hein? Voilà.
Avoir négligé le principe de précaution risque surtout de coûter très cher aux Martiniquais et à leur santé. C'est ce qu'affirme le professeur Bellepomme. À partir du moment où ce pesticide organochloré est une molécule CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène et reprotoxique, à partir du moment où les nouveau-nés sont contaminés, même par des faibles doses, et d'autant plus qu'il s'agit de faibles doses, il est clair que ces nouveau-nés-là feront dans les années à venir, quand, je n'en sais rien, mais dans les années à venir, des maladies liées à la chlordécone. Aujourd'hui, les béquets auraient du mal à obtenir de telles dérogations. Leur influence est toujours importante, mais elle s'érode. En Martinique, sur une population de 400 000 habitants, les sans-familles béquets ont de plus en plus de mal à résister à la loi du nombre. La citadelle béquet a près de 4 siècles. Elle a résisté à la Révolution française. Saura-t-elle trouver sa place dans un monde qui ouvre ses frontières, dans un monde inéluctablement métissé ?